Alors voilà, aujourd'hui, je me suis dit, je vais parler un petit peu de ma vie. Voilà, pour que vous sachiez, si vous vous posez des questions, à qui vous avez affaire. Parce que, et c'est légitime, on a besoin de faire confiance ou non. Et pour ça, pour faire confiance, on a besoin d'informations, on a besoin de comprendre. Après, c'est dans le ressenti, la confiance, d'accord ? Voir si c'est un lien toxique ou un lien sain, si c'est un lien qui amène vers le haut ou vers le bas, mais c'est important de comprendre. Donc, je suis transparent, donc je vais faire un rapide, parce qu'on ne peut pas parler de tout non plus, mais de ma vie. Donc, je ne vais pas vous dire, par contre, mon prénom et mon nom, parce que je préfère rester anonyme pour l'instant. Voilà, je m'appelle Athan et j'ai 33 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, cette année, dans ce cycle-là. Et je suis normand de base, mais je ne suis plus en Normandie. J'ai grandi avec une mère PN, pervers narcissique, une sœur pervers narcissique, une grand-mère pervers narcissique que j'ai connue, que j'ai côtoyée. Et du côté de mon père, lui, n'est pas un pervers narcissique, mais lui, dans sa vie, il a une sœur pervers narcissique et une mère pervers narcissique. Voilà. Pour mettre vraiment les choses dans son contexte. Et moi, on peut dire que je suis un zèbre, donc dit HPE, au potentiel émotionnel, donc une certaine sensibilité, une certaine façon de voir le monde, etc., etc. Donc, quand j'étais petit, j'ai été baptisé à l'église, mais j'ai pas suivi d'enseignement catholique. D'ailleurs, au fond de moi, j'avais foi en un Dieu d'amour, en Jésus aussi, mais en grandissant, j'ai perdu cette foi. J'ai perdu, en tout cas, je ne faisais pas confiance à l'Église et au christianisme. Pour moi, c'est quelque chose de très dogmatique, de très enfermant et de très mort. En fait, je ne voyais pas de vie dans le christianisme, dans les églises, tout ça. Il n'y avait pas de vie humaine comme moi je le voyais, l'amour. C'était très mort, on va dire. C'est juste des enseignements, des paroles où il n'y a pas pris comme ça de façon cartésienne, sans vie, sans débat, sans discussion, sans musique, sans rien. Je n'ai pas adhéré au christianisme, donc je m'en suis détaché. Et puis en plus, j'ai été comme tout le monde à l'école et du coup, j'ai eu cette influence, que ça soit de l'école, mais aussi par mes camarades, en fait, de me détacher des traditions, détacher de l'église et même de la foi. Pendant un temps, j'ai perdu la foi. Parce qu'il y a une très grande pression en fait à l'école, avoir foi en Dieu, c'était comme une honte à avoir, c'est-à-dire qu'on se moquait de nous. Il y avait des autres élèves qui se moquaient de ceux qui avaient foi en Dieu, comme si c'était quelque chose de ridicule, comme si c'était quelque chose de faible. Et je me rappelle, moi, au fond de moi, on me disait, est-ce que tu crois en Dieu ? Moi, je disais non, je ne crois pas en Dieu, mais au fond de moi, je disais oui, t'inquiète pas, je crois en Dieu. Donc, j'assumais pas ma foi en Dieu, mais au fond de moi, je gardais ce lien quand même. Et du coup, j'ai quand même grandi, j'ai eu une enfance relativement bien, on va dire. J'étais beaucoup à me promener parce que je suis encore d'une époque où on aimait bien sortir dehors, se promener. Je faisais du vélo. Voilà, on n'avait pas peur
ma mère s'en foutait de moi, donc il n'y avait pas de problème. J'étais plutôt un enfant, c'est-à-dire que ma mère m'a pas. Il y a plusieurs façons d'une pervers narcissique pour son enfant. Moi, ma mère, elle m'a pas pris sous son aile, mais elle m'a plutôt rejeté, écrasé en fait. C'est-à-dire me laisser seul. Et du coup, en fait, moi, je partais me promener. Donc, j'ai beaucoup été dans le mouvement quand j'étais jeune. Et voilà, je suis resté dans ça. Et j'ai eu beaucoup, quand j'étais enfant, j'ai eu beaucoup de traumatismes, de cauchemars, j'ai même fait, j'ai fait pipi au lit pendant assez longtemps parce que je faisais des cauchemars, parce que du coup, je m'étais un peu abandonné, j'avais abandonné ma volonté, parce que je n'avais pas eu ce lien affectif que normalement un bébé veut avec sa mère, qu'un lien fusionnel entre guillemets. Moi, je ne l'avais pas eu, donc ça avait créé en moi un peu un manque, etc., etc. Puis j'ai grandi, j'ai voulu un lien avec mon père, mais mon père, lui, il était encore droit, etc. Mais vu qu'il avait une sœur et une mère pervers narcissique, en gros, il était un peu vide intérieurement. Donc, il n'avait pas connu la dimension intérieure. Et moi, c'était ce que je recherchais. Ma mère ne pouvait pas me le transmettre, et mon père ne me transmettait que les valeurs extérieures. De travail, de droiture, etc., etc. Je porte ma croix, voilà, mais pas intérieur, l'amour, en fait. Moi, c'était ce que je cherchais, l'affectif en fait. Et donc, du coup, je me rappelle, alors je sais plus si c'est à l'âge de 10 ans ou peut-être 9 ans, 10 ans, je me rappelle avoir fait un moment de bascule parce que du coup, je voulais un père, profondément en moi, je voulais un père et je ne l'avais pas. Et donc, du coup, j'ai décidé de dire, vu que je souffre intérieurement de ce manque de père, et du coup, je vais switcher et c'est moi qui va devenir père. C'est-à-dire que là, je me suis dit, j'abandonne mes besoins intérieurs, j'abandonne le fait que j'ai des besoins, que quelqu'un s'occupe de moi, en gros, s'occupe de mes besoins, comme un parent, normalement, est censé faire pour son enfant. Vu que moi, je n'avais ni l'un ni l'autre, et du coup, j'ai décidé de ne plus prendre en compte mes besoins intérieurs et de rester et donc de vouloir aider les autres. Et je voulais un petit frère, tout simplement, pour m'occuper de mon petit frère, de jouer émotionnellement avec mon petit frère. Et donc j'avais de me prendre en main en fait et de ne pas compter sur mes parents. Voilà. Donc voilà, j'ai grandi comme ça. Et voilà, à peu près. Et ce que j'ai fait, quand arrivé à l'âge adulte, j'ai fait une grande introspection intérieure pour creuser tout ça, d'accord ? C'est pas venu tout seul, mais j'en parlerai tout à l'heure. Après, j'ai essayé de faire vite fait. Et de toute manière, si vous aimez pas, vous pouvez quitter cet audio. C'est pour ceux vraiment en qui ils ont envie de comprendre qui je suis. Donc je vais vous expliquer un peu les étapes de ma vie, si vous êtes empathique et que vous avez envie de comprendre vraiment qui je suis derrière, c'est ce fruit que je vous apporte. Et voilà. Donc j'ai grandi, après j'ai déménagé du coup de ma Normandie que j'aimais bien, où j'étais bien, où j'avais voilà, j'avais mon lien avec mon grand-père, etc. Mon grand-père est décédé, ça m'a fait beaucoup de mal, mais voilà. Mais on m'a surtout déraciné de ma Normandie. Ok, c'était un super village, mais vraiment de toute beauté. J'avais l'accès à la forêt, l'accès au village. J'étais bien en fait, libre. Et en fait, on m'a mis tout simplement vers Marseille. Donc là, les autoroutes, les usines, voilà. En mode, c'était assez dur. Et du coup, surtout, je suis arrivé dans une ville où c'est un peu bobo, donc c'est-à-dire plus du tout enfantin. C'est-à-dire, je suis arrivé au collège où du coup,
c'était plus enfantin en mode on s'amuse au collège, en mode on est gentil les uns envers les autres entre élèves, d'accord, comme on est au primaire un peu, où il y a un peu cette innocence, même s'il y avait quand même déjà des élèves méchants, mais c'était minoritaire, il y avait quand même encore cette joie de vivre qu'on avait. Et ben arrivé au collège, je suis tombé dans un établissement voilà, un peu bobo, un peu bourgeois, de gens qui vivaient sur la Côte d'Azur, sur le bord de la mer. Parce que j'étais pas au bord de la mer, mais c'était un collège qui était un peu plus dans les terres, mais qui desservait ceux des villes au bord de la mer. Et du coup, je me suis senti très seul parce que personne jouait, c'était beaucoup plus mental. Donc j'ai commencé à manger tout seul, par exemple à la récré, etc. Et je me rappelle d'une personne, il y a même une personne qui m'a essayé de m'humilier devant tout le monde. À ce moment-là, j'ai pas su répondre, je n'étais pas dans la violence, donc je n'ai rien dit, mais je sais que ça a eu un impact intérieur. Et au final, je n'avais personne avec qui parler, avec qui jouer surtout. Donc du coup, je me suis accroché parce que quand j'étais enfant, j'étais avec un ami surtout où je jouais beaucoup, où j'étais beaucoup dans le mouvement avec lui, et lui m'avait montré un peu ce que c'était les jeux vidéo. Avant, moi j'étais pas du tout jeux vidéo, je jouais pas du tout aux jeux vidéo, moi je voulais jouer dehors en fait, jouer vraiment, pas les jeux vidéo. Mais mon copain d'époque quand j'étais au primaire, lui il jouait aux jeux vidéo et il m'avait montré les jeux vidéo. Et il m'avait montré les jeux vidéo de Age of Empires, en fait un jeu vidéo où on est un roi en quelque sorte et on construit son royaume. On a besoin de voir du coup comment on fait une économie, le marchand de pain, la farine, le champ de blé, plus la mine de fer qui permet de faire en plus derrière une scierie, qui permet de faire des armes, qui permet de faire des outils. Ces outils permettent du coup d'alimenter la mine pour creuser le minerai, mais aussi de faire des armes. Ces armes du coup permettent après d'aller dans une armurerie, des armureries du coup, une fois qu'on a des lingots d'or, des lingots de ci, des machins, on fait tel ou tel soldat, etc., etc. Donc c'est toute une économie, c'est un jeu, mais en même temps c'est intellectuel, c'est-à-dire que il faut créer une économie, créer un tissu. En plus, il y avait d'autres jeux où il fallait aussi prendre en compte le bien-être du peuple. Donc, soit on pouvait choisir, ça s'appelle Stronghold, ce jeu-là, et c'était soit on choisit par la torture, par la méchanceté, du coup on gouverne par la force, voilà, et on tient notre économie, on tient notre pays comme ça, ou on essaye de faire les choses par la vertu pour que le peuple soit heureux, et pas trop d'impôts, etc., etc. Enfin bref, et donc vraiment j'ai joué beaucoup à ces jeux-là, même SimCity, des jeux vraiment simulation de vie, etc. Et il m'avait montré ça du coup mon copain de l'époque. Et moi, quand je suis arrivé quand j'étais en 5e dans cet établissement un peu bourgeois, d'un coup, il y a eu qu'une personne qui était aussi tout seul. Et du coup, je me suis rapproché de cette personne. On a commencé à parler de jeux vidéo. Et du coup, c'est devenu un peu mon ami au début. C'était le seul. Et j'ai été chez lui et tout parce que j'habitais pas très loin. Et à chaque fois, on joue aux jeux vidéo. Moi, j'ai essayé de le faire mener à l'extérieur pour qu'on joue en vrai. Mais lui, petit à petit, il ne voulait pas, en fait. Et moi, je me rappelle, il me disait, ouais, est-ce que je suis ton meilleur ami? Moi, dans mon fond intérieur, je disais non. Parce que il correspondait pas avec mes valeurs à moi. Dans l'amour. Il n'était pas dans l'amour. Mais c'était le seul, en fait. Et petit à petit, vu que c'était le seul, et que son père, en plus que moi, mes parents, ne m'ont jamais... Je mangeais rien, c'est-à-dire que je n'avais pas de plaisir gustatif. C'était du jambon chips presque tout le temps, de la nourriture toujours premier prix, des machins... niveau nourriture, niveau gâteau, tout ça, il n'y avait rien. C'était vraiment très strict. Mes parents, eux, avaient de la nourriture en abondance, des gâteaux, des ci, des ça, mais nous, les enfants, on n'avait rien, en fait. Et du coup, et on faisait aucune sortie, d'accord, aucune sortie extérieure à part aller au centre commercial, quoi. Sinon, on faisait pas de sortie. Et du coup, ce
c'est mon copain de cinquième. Et ben en fait, lui, il avait son père aussi, qui ne travaillait pas, etc. Et du coup, mon copain disait à son père, ouais, viens, on l'emmène, on va au karting, viens, on va au laser game, viens, on va ici, on va ça. Donc petit à petit, moi j'ai commencé à m'amuser un peu avec ça. Et en fait, petit à petit, je suis resté dans cette famille et j'ai commencé à m'habituer à cette famille et à rester en fait. Sauf que, je vous donne l'info avant, mais c'était un pervers narcissique, cet enfant-là. Mais du coup, moi, je suis resté là-dedans. Et donc, en fait, après ça, j'ai déménagé et je suis reparti dans un autre village. Et cette fois-ci, à côté d'une usine, donc vraiment pourrie, et avec beaucoup de racailles arabes et françaises, d'accord. On n'est pas, je sais pas, dans une des deux. On va dire, c'était une cité un peu industrielle, quoi. Donc c'était vraiment, voilà, je perdais vraiment. Et puis mon établissement scolaire, c'était vraiment un vieux établissement en préfabriqué, dans tout pourri, quoi. Et du coup, là, j'ai commencé à donc arrivé en milieu d'année, redéraciné, donc retraumatisme. Je suis arrivé et je me suis pas fait d'amis dans ma classe. Et du coup, j'ai été un peu stigmatisé, un peu le bouc émissaire, etc. On m'a beaucoup attaqué, etc. Je me suis un peu replié avec les secpas, ceux qui avaient des problèmes, ceux qui étaient un œil en moins ou un bras coupé ou des choses comme ça. J'étais avec eux. Mais du coup, tout en restant en lien avec mon ancien pote de cinquième d'avant, parce que je restais en lien avec lui. Et en fait, donc pour faire rapide, toute mon année collège, petit à petit, j'étais assez persécuté. Jusqu'au jour, en fait, j'ai été persécuté jusqu'au jour où j'ai étranglé un gars, mon persécuteur. Et à partir de ce jour-là, il a arrêté de me persécuter. Le jour où je l'ai étranglé. Parce que j'en pouvais plus en fait. Et du coup, après j'ai été tranquille. Mais c'est vrai que voilà, le message était je me suis défendu, mais du coup voilà, au début je portais ma croix et au bout d'un moment j'ai dit merde quoi. Mais voilà. Et du coup, le truc c'est que petit à petit j'étais avec toujours mon pote de cinquième, le pervers narcissique, et il m'a petit à petit manipulé. Et donc, de plus en plus, en fait, quand je jouais aux jeux vidéo, à la fin, il changeait de camp et il me trahissait dans le jeu. Il mettait un couteau dans le dos quand on était ensemble. Il me trahissait par derrière et il m'attaquait. Il me mettait dans la colère, etc. Son père, c'était la haine des Arabes, etc. Donc, toujours apprendre ça m'a un peu imprégné de ça, quoi. Et du coup, après, j'étais assez fermé. Quand je suis arrivé au lycée, j'étais fermé. C'est-à-dire que j'avais perdu toute ma joie de vivre. J'avais perdu mon côté mouvement, mon côté innocent. J'étais beaucoup plus dans le mental, enfermé à l'intérieur de ma tête, où je ne vivais plus. Parce que du coup, le pervers narcissique ami, entre guillemets, m'avait petit à petit coupé de cet élément vital de vie, parce que lui, petit à petit, il coupe, quoi, lui, il veut la mort, il veut la destruction, donc, il m'a petit à petit amené vers la mort plutôt que vers la vie, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'il est, quoi. Et il m'a même, en plus, manipulé pour que je me coupe d'un autre ami qui, lui, était vers le bon. C'est-à-dire que j'ai fait une connerie quand j'étais enfant, c'est que du coup, j'ai même fait du mal à un ami qui était gentil. Tout ça parce qu'il était arabe. Parce que du coup, petit à petit, dans cette famille, quand j'y allais, parce que moi, dans ma famille, c'était malsain, c'était nul, donc j'allais souvent chez lui. Et du coup, en fait, j'étais influencé par leurs paroles racistes. Et au bout d'un moment, j'ai été influencé par lui pour me couper de mon autre ami, qui était gentil. Et du coup, je l'ai regretté. J'ai vraiment regretté ça juste après, parce que du coup, d'une, j'ai péché, je suis parti dans le mal, et en plus de ça, j'ai perdu mon ami qui était dans l'amour, comme moi, pour rester enfermé avec ce pervers narcissique enfant, quoi. Et donc du coup, ils m'ont petit à petit cloisonné, où je pouvais plus exprimer mon âme, donc je me suis enfermé dans ma tête.
petit à petit, et c'est devenu normal. Et puis en plus, bon, bah, j'ai vu que les autres étaient comme ça, donc bon, bah, j'ai pas cherché plus loin. Je suis arrivé au lycée, je me suis dit nouveau départ, et au final, bah non, parce que du coup, j'ai pas vraiment choisi ce que je voulais faire au lycée. J'ai fait un bac pro mécanicien avion, donc voilà, c'est un truc de la mécanique. Et en fait, bah, j'ai pas eu vraiment d'amis. J'ai eu heureusement 2 amis, mais c'était pas ce que je m'attendais. Moi, je voulais faire un groupe de rock, je voulais repartir dans la joie, etc. Et au final, bon, bah, il y avait rien de tout ça, quoi. J'ai eu quand même des amis, c'était mieux que le collège, mais c'était pas non plus folklorique. Et puis est arrivé la fin de ce bac pro, où du coup, bah, en fait, ça me correspondait pas trop. Voilà, c'était pas l'appel de mon âme, trop chiant, trop d'administratif. En plus, c'était la crise à ce moment-là, donc quand mes stages, ils m'ont dit ne va surtout pas là-dedans. Enfin bref, c'était pas un métier pour moi. Et puis surtout, moi, mes parents me donnaient rien du tout. Donc très jeune, j'ai commencé à vouloir de l'argent, autodidacte. Donc j'ai fait du business. J'ai fait du mauvais business et du bon business, on va dire. J'achetais, donc c'était des MP3 à l'époque en Chine. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai acheté des MP3, des iPods en Chine que je revendais en France. J'ai vu que ça marchait. Après, j'ai commencé à acheter des casquettes de marque en Chine que j'ai revendues en France. J'ai acheté des lunettes aussi que j'ai revendues en France. Donc plusieurs choses comme ça, même des parfums que j'ai revendus en France. Bon, il y avait certains, c'était la contrefaçon. Je me suis fait même prendre à la douane. J'ai dû payer une amende. Voilà. J'ai fait des choses qui n'étaient pas forcément belles, hein. J'ai même menti à quelqu'un qui m'a dit c'est des vrais. J'ai dit oui, alors que je savais que c'était des fausses. Mais voilà, j'avais ce besoin d'argent, donc j'étais pas très honnête au début. Et mais voilà, je me suis fait de l'argent, et c'est grâce à cet argent-là que j'ai pu me payer mon permis et ma première voiture. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à jouer sur Internet, à me couper du monde, à plus avoir d'amis réels dehors, mais à être vraiment à l'intérieur, à jouer sur Internet, à avoir des amis virtuels. Et je jouais à Counter-Strike à cette époque, et à Trackmania, et tout en jouant à Age of Empires, les choses comme ça, moi personnellement. Mais je jouais en ligne avec d'autres êtres humains à Trackmania et à Counter-Strike. Et en gros, comment dire, bah voilà, je m'amusais comme ça, mais je savais que c'était pas ma vie. Et au fond de moi, bah voilà, il y avait, j'étais pas bien, quoi. C'était voilà, j'étais pas bien avec ma famille, etc. Bon, je vous fais un résumé parce que je vais vous parler de ma sœur, parce que ma sœur était une pervers narcissique qui a été très malsaine avec moi en parlant de sexualité, alors que c'est ma sœur, avec moi qui était un jeune garçon, qui n'aurait jamais dû me parler de sexualité. Du coup, vraiment des choses malsaines. Enfin voilà, moi j'étais un peu ma petite sœur, du coup elle me prenait, c'est-à-dire que moi j'étais gentil avec elle, et elle, bah elle était, elle savait, elle était méchante envers moi, alors que c'est pas une pervers narcissique, hein, mais elle voyait que bah c'était que du coup c'était, j'étais un peu le bouc émissaire de la famille, hein, d'accord. Et donc du coup bah ma sœur qui était un gentil, genre qui a un cœur, hein, et bah elle faisait pareil, et donc elle a appris à vivre comme ça, et moi du coup à vivre un peu en tant que victime. Mais du coup ça m'a construit en me disant bon bah tant pis, ma famille ne m'aide pas, bah je vais me débrouiller tout seul. Et du coup bah voilà, j'ai essayé de me débrouiller tout seul. Et donc j'ai aussi hacké des comptes sur Internet, des comptes mail, etc. J'en suis pas fier non plus. J'étais un petit pirateur informatique. Bon, pirateur, voilà, j'ai pas non plus. C'était des logiciels, des petits logiciels que j'envoyais dans les ordinateurs des autres, et ça piquait les informations. C'était pas moi qui avais créé le logiciel. Voilà, c'était quelque chose. C'était pas non plus du haut niveau, mais je l'ai fait.
Enfin voilà. Puis est arrivé du coup, c'est pour expliquer un peu tout ça, c'est arrivé, ma sœur, rapidement, ma sœur, qui est une pervers narcissique, au bout d'un moment, elle parlait de sexualité. Elle avait 16 ans, elle parlait de sexualité tous les jours. Tous les jours. Elle s'habillait en bikini, elle parlait de sexualité, mais vraiment cru. Je vais pas en parler là, mais c'était cru. Franchement, même moi, quand j'étais jeune, c'était cru. Même moi, en fait, elle m'a mis le vice un peu en moi. C'est-à-dire que moi qui n'étais pas sexuel, de ce qu'elle disait, ça me faisait travailler ma sexualité, quoi. Mais malsain, malheureusement, parce que voilà, c'était pas. Et du coup, elle a fait pareil à mon père. Et en gros, elle a touché mon père, parce que mon père, voilà, il a porté sa croix toute sa vie, déjà de son enfance, etc. Et en fait, elle a manipulé mon père pour qu'il l'amène à faire une faute. D'accord ? Pour que lui fasse une faute. Et au moment où il a fait la faute, du coup, elle a porté plainte. Il n'y a pas eu de viol, hein, ni rien. Hein, d'accord ? Mais, dès ce qu'elle dit, voilà, il y a eu en fait des paroles sexuelles. Il y a pas eu d'actes sexuels, tout ça, mais il y a eu des paroles. Et du coup, ma sœur a porté plainte. Mon père, ça l'a détruit, en fait. Parce qu'en fait, en gros, si on peut comprendre, mon père s'est fait manipuler dans son enfant intérieur, lui qui avait pas de structure intérieure, il s'est fait manipuler par ma sœur pervers narcissique. Et parce que c'est pas sa vraie fille, en fait. C'est ma mère a couché avec un autre au début sans qu'il sache, donc c'est pas sa vraie fille. Donc en fait, voilà, il a demandé un rapprochement sexuel, mais parce que c'était pas sa vraie fille, parce qu'elle le draguait en fait. Et donc elle a touché une corde sensible et lui il a cédé, et dès qu'il a cédé, elle a porté plainte. Et donc du coup, devant le tribunal, toute la famille au courant, mon père, ça l'a détruit. C'est-à-dire que mon père, il était quand même noble, il avait des valeurs. Il avait cédé malheureusement à ce petit chantage. En fait, il s'est fait séduire par ma sœur inconsciemment, et il s'est fait mis un couteau dans le dos en fait. Dès qu'il a fait la petite faute, quoi, il s'est mis un couteau dans le dos. Et du coup, ça l'a tué en fait. À partir de là, il a abandonné son rôle de père. C'est-à-dire que à partir de là, il ne prenait plus l'éducation. Il m'a abandonné en fait. À partir de ce moment-là, il m'a abandonné. Avant, il était quand même encore présent, il me protégeait un peu. À partir de ce moment-là, il m'a abandonné. Et en fait, c'est pas qu'il m'a abandonné, c'est qu'il m'a même pris en bouc émissaire. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai été le bouc émissaire en fait. Avant, je l'étais pas. Et en fait, dès qu'il m'a abandonné, dès qu'il y a eu cet événement-là, il a arrêté de protéger la famille, de me protéger moi. Et du coup, il est devenu passif et il a laissé faire en fait. Ce n'était plus lui qui gérait la famille, mais c'était ma mère et ma sœur, pervers narcissique quoi. Bref. Et donc, pour revenir, j'ai fini mon bac pro. Et après, j'ai décidé d'aller dans le commerce parce que j'avais des expériences du coup de vente en ligne. Et je me suis dit, ça me plaît. Donc j'ai été dans le commerce, un BTS NRC, qui est plutôt la négociation relation client, dans un lycée. Et là, à partir de là, j'ai commencé à faire des stages dans la banque, caisse d'épargne et Société Générale. Et en fait, j'ai vu la réalité de la banque et j'ai eu plusieurs expériences dans la banque parce qu'il faut être carré, faut mettre de côté son âme, etc. Et au bout d'un moment, on m'a demandé de me soumettre parce que moi j'avais une certaine responsabilité. Je disais non. On me disait voilà, faut que personne au rendez-vous. Je disais non à tout le monde, sauf qu'il y a des gens riches, un gars riche qui est venu, qui m'a dit ça. J'ai dit non. Comme tout le monde, il est venu à l'agence et il a gueulé au patron en disant que j'avais dit non à lui, que c'était lui, etc., que c'est le plus riche. Et du coup, on m'a demandé de m'excuser. Donc, je me suis excusé sur le moment, mais à partir de là, j'ai arrêté en fait. J'ai dit non, la banque c'est pas pour moi et je suis parti de cette banque parce que du coup, l'autre il m'a dit voilà, tu dois te soumettre parce que c'est lui qui paye ton salaire. Et du coup, moi je voulais pas me soumettre.
à cette personne-là, même si je m'étais excusé, mais je voulais pas en fait rentrer dans ce milieu-là où il fallait que je me soumette pour gagner mon salaire. Donc voilà. Et puis en parallèle de ça, j'ai commencé ce qu'on appelle les free parties, les teufs. Donc j'ai été teufeur pendant 3 ans et j'ai trouvé une certaine liberté. J'ai pris de la drogue pendant beaucoup d'années, mais je n'ai pas pris de la drogue pour faire un côté plaisir, festif. Bah si, il y avait un côté festif, d'accord. Mais j'ai pris de la drogue, j'ai pris beaucoup de LSD et de champignons hallucinogènes. Et en fait, ce sont des psychotropes, d'accord. Et ce sont des drogues qui permettent une connexion avec une dimension supérieure, avec une transcendance, avec des mondes supérieurs. Ça permet vraiment de percevoir le monde différent, même des intuitions différentes, des connaissances différentes, une vision différente. Je pense qu'il faut y goûter pour comprendre. On peut pas comprendre si on n'a pas goûté une fraise, on peut pas savoir le goût d'une fraise, comme ceux qui, par exemple, et là je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, mais la marijuana, ça a un effet que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, à l'équilibre, parce qu'il faut pas tomber dedans, il faut que ça soit occasionnel, pour moi, hein. Mais ça transcende, il y a quelque chose, une dimension au-delà qui agit. Et donc l'LSD m'a permis de me connecter à un monde spirituel, à me connecter à mes émotions, me connecter aux autres, me connecter à beaucoup de choses et à comprendre beaucoup de choses. Et pendant 1 an et demi, j'ai pris du LSD presque tous les week-ends parce que c'était le moins cher. Voilà. J'ai vendu aussi, j'ai été un petit dealer. Je vendais un petit peu de drogue. Voilà, de plusieurs drogues que je ne vais pas citer là, mais certaines drogues. Mais je le faisais, c'était de la qualité. Donc voilà, aujourd'hui je le ferai pas, mais à ce moment-là, moi en fait j'étais parmi les teufeurs, j'étais celui qui vendait de la qualité. C'est-à-dire que beaucoup de gens vendaient de la drogue, mais derrière ils le coupaient avec des produits chimiques pour se faire de la rentabilité. Moi, j'achetais directement un fournisseur et je le revendais tel quel. Donc je me faisais moins d'argent, mais pour moi c'était gagnant-gagnant, c'est-à-dire je me faisais mon beurre, mais le client il était content. Et du coup, j'avais une certaine notoriété, une certaine puissance aussi. J'avais mon camion, mes amis, mon sound system, donc mes caissons. J'avais mes amis avec d'autres caissons. On faisait des calages ensemble. Moi, je vendais un peu, je consommais. Mais je consommais que le week-end, hein, jamais la semaine, que pendant les fêtes, et jamais de kétamine. Hein. Voilà, c'était des choses festives au début, et donc voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai eu, il y a eu plusieurs événements que je vais pas expliquer là. J'ai eu des pervers narcissiques qui ont essayé de me détruire petit à petit, d'accord. Et puis mon passé m'a rattrapé parce que ce manque à ce petit garçon qui avait pas vécu à l'intérieur m'a rattrapé. Et puis j'avais une quête beaucoup plus grande que juste vendre de la drogue et me faire de l'argent. Et donc voilà, j'ai eu au bout d'un moment une sorte de dépression et de mort et donc du coup de remise en question. Voilà. Et donc je vais vraiment être dans la grande ligne parce que je vais pas tout parler non plus. Au bout d'un moment, j'ai eu une grande dépression avec les LSD, du coup, pour me faire arrêter les LSD et les drogues. Et du coup, j'ai fini en fait ma vie par la kétamine. Effectivement, je le déconseille. Ça m'a fait perdre, on va dire, beaucoup de connaissances. Ça rend un peu loc. Et du coup, voilà, mais j'ai terminé par ça. Mais du coup, après ça, j'ai décidé d'arrêter. Donc d'un coup, j'ai tout arrêté. Donc j'ai pris une prise de conscience. J'ai arrêté toutes les drogues, sauf le cannabis, où je fumais un peu. Mais sinon, plus d'alcool, plus rien, plus tout ça. Et je voulais me reprendre sur le droit chemin. Donc j'ai commencé en fait à vivre dans un camion aménagé que j'avais acheté grâce à mes sous
de mon boulot, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi. Je travaillais dans Toys R Us, Carrefour, Leclerc, etc. J'ai fait plusieurs années là-dedans. Et en fait, j'ai commencé à donc avoir une certaine dépression. Dans mon camion, je suis resté dans mon camion pendant 6 mois, 8 mois. Et donc, c'est là où je parlais mais je vais faire un audio sur la dépression parce que c'est important. Mais au lieu d'aller voir un psychiatre, de me prendre des médicaments, etc., non, j'ai creusé plus loin. J'ai fait des recherches de sens, j'ai creusé à l'intérieur, j'ai essayé de comprendre, j'ai pris le temps d'introspection, j'ai changé mes valeurs, j'ai changé de positionnement dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai fait une dépression parce que je me suis, en arrêtant la teuf, en arrêtant de vendre, de consommer, d'aller en teuf, je me suis coupé d'un monde entier et donc ce monde-là m'a fait tomber en dépression parce que j'ai changé de monde en fait. J'avais plus rien. Et donc à partir de là, c'est comme la dépression, c'est comme si on repart à zéro, on retourne au point initial pour restructurer notre intérieur, nos valeurs, nos caps, c'est un peu une remise en point pour changer un peu la direction de nos vies et repartir sur un nouvel élan. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, heureusement, j'avais le droit à 2 ans de chômage parce que j'avais travaillé. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir dans une formation pour être technicien du son. Et donc, j'ai travaillé, je suis parti dans ça. Sauf qu'entre-temps, vite fait, j'ai travaillé aussi dans des usines. Pour comprendre, c'était pas pour comprendre, c'était pour gagner des sous. J'ai pas travaillé beaucoup parce que ça me rendait fou. Mais j'ai connu ce que c'est les usines, le travail à l'usine, d'accord. J'ai connu, je trouve ça horrible, mais voilà. Je suis pas resté longtemps. Mais du coup, j'ai voulu après derrière commencer une nouvelle formation. J'ai été financé par la région et donc j'ai commencé une formation à Marseille de technicien son. J'ai revendu mon camion parce que j'avais besoin de sous, parce que le chômage allait s'arrêter, donc il fallait que je finance ma nourriture, etc. Et donc je suis retourné chez mes parents et du coup l'argent, parce que le chômage je l'avais eu avant, là j'étais en fin de c'était quand je m'étais arrêté, donc j'étais encore un peu de chômage, mais ça allait pas jusqu'à la fin de ma formation du coup, mes parents étaient plus près de Marseille que mon camion où il était posé sur un terrain. Donc j'ai vendu mon camion et je suis parti chez mes parents. Et là, du coup, j'allais tous les jours à Marseille, à cette école, où j'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai appris. C'est là où j'ai compris les vibrations. Le son était une vibration, la lumière est une vibration. Voilà. Et donc, mais par contre, on m'a appris beaucoup le côté technique. Mais pour moi, la musique, tout ça, il y avait quand même un côté. Moi, j'étais plus artiste que technique, en fait. Mais j'ai quand même beaucoup appris. Après ça, je suis parti et j'ai décidé de reprendre mon envol. Et j'ai pu m'émanciper de mes parents. De dire haut et fort pendant ce temps-là, parce que j'avais eu une dispute avec ma mère pervers narcissique, et mon père avait pris sa défense, et j'avais pu en fait au tribunal, parce que ma mère avait porté plainte, j'ai pu au tribunal, parce qu'avant je pouvais pas leur parler, au tribunal j'avais préparé tout un texte intérieur, je sais plus si c'était un texte intérieur ou un texte écrit, où j'avais pu tout déballer, tout ce que j'avais pas pu leur dire avant parce qu'il m'avait pas permis de le lire, je l'avais écrit et je l'ai exposé en public comme ça, devant tout le monde, pour dire ce que j'avais sur le cœur à mes parents. Ça a touché mon père, mais il m'a rien dit sur ça. Mais ils m'ont laissé tranquille après. Mais bref, je suis parti de là et j'ai pris un appartement à Salon de Provence. Et j'ai travaillé dans un service civique, dans une salle de concert, une association de salles de concert.
Et pendant 6 mois, j'ai été avec eux et c'était génial. J'ai aimé faire le plateau, j'ai aimé parler aux artistes, j'ai aimé parler aux êtres humains qui étaient là, même l'équipe et tout, elle était géniale. C'était vraiment, j'ai bien aimé quoi. C'était vraiment une super période. Là, à ce moment-là, j'avais aussi un autre ami, c'était encore un pervers narcissique. Voilà. Et du coup, voilà. Et en fait, moi, au fond de moi, il voulait me recruter en CDI. Bah, je pense, c'était en tout cas ce qu'il m'en parlait. Mais au fond de moi, ce que je voulais, c'était voyager. D'accord ? J'étais un milieu de teufeurs, et le milieu de teufeurs, c'est souvent le camion et en mode t'es libre, quoi. Et donc j'avais ça, ce côté-là imprégné en me disant, mais moi, ce que je cherchais, c'était la liberté. Et c'est vrai que je m'étais inspiré de la teuf, des teufeurs, de ce mouvement-là, pour me dire, mais en fait, c'est possible. En plus, je l'étais parce que j'avais mon camion, mais de me dire, voilà, ben, je peux aller plus loin encore et racheter un camion et voyager. Vraiment, et voyager à travers la France, voilà, tout ça, parce qu'en fait, ah oui, pendant ma dépression, j'avais pris conscience que qu'il y allait avoir une guerre, en fait. Que du coup, c'était vraiment assez vague, mais j'ai commencé à prendre conscience qu'on était manipulé, que du coup, on allait droit vers une nouvelle guerre mondiale, etc., etc. Et donc, bah, je me suis dit, moi, Marseille, ça pue, donc il faut que j'aille ailleurs, il faut que je fuis cet endroit et que je trouve un endroit meilleur. Et quand j'ai vu que la dernière forêt qui était à côté de Marseille a brûlé, voilà, pour moi, c'était un déclencheur de me dire, il faut que je me casse de Marseille, quoi. Donc j'ai fait mon service civique et en fait au bout d'un moment mon ami qui est pervers narcissique que j'aimais beaucoup, que je pensais en fait qui était gentil, j'excusais toujours les gens en mode je voyais les gens en disant oui mais moi j'ai été méchant entre guillemets pendant un temps, donc du coup lui il est méchant, c'est parce que bah il est blessé au fond de lui, donc je le pardonne. Donc je lui pardonnais à chaque fois qu'il me manipulait, qu'il me faisait du mal. Sauf que, et pareil pour une nana aussi, sauf qu'au bout d'un moment, j'étais en teuf avec eux, avec plusieurs personnes, et en fait, je me suis fait violer. Et manipulé, ils m'ont mis des mauvaises idées dans ma tête, et en fait, c'est vraiment un viol psychique, et même un viol physique, c'est-à-dire que j'ai senti vraiment une présence au niveau de mon anus, même si ce n'était pas physique, mais quelque chose de spirituel. Et donc j'ai été violé réellement. Et en fait, mais à ce moment-là, je ne comprenais. Pour moi, il n'y avait pas de monde spirituel, il n'y avait pas de monde énergétique à ce moment-là. Je ne voyais pas ça. Et en fait, là, j'ai commencé à douter de ça, à me dire là, il y a quelque chose qu'il faut que je creuse. Une fois que je me suis fait violer, parce que c'est du coup voilà il y avait ça et j'ai commencé aussi à et ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu aussi cette envie de sexualité avec les autres garçons de mon âge et que j'ai essayé de creuser. Que j'ai parlé dans une autre vidéo, une autre audio, et je pense que j'en parlerai plus spécifiquement aussi. Mais du coup, vraiment, c'est arrivé à la fin, je me suis fait en quelque sorte violer par ces gens-là. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était un pervers narcissique, et à le voir que j'étais face à un pervers narcissique. À partir de là, j'ai compris que ma mère était pervers narcissique. Donc là, j'ai fait le point, j'ai coupé la relation. Quand j'ai pris conscience des pervers narcissiques, j'ai coupé avec ma mère et j'ai coupé avec cet ami-là. Et en fait, là, j'ai perdu confiance aux êtres humains après ce viol. Et j'ai demandé à l'univers, j'ai dit bah voilà, s'il y a un chien qui m'arrive comme ça sur mon chemin, bah je l'adopte. Et quelques jours plus tard, ma voisine me dit que j'aimais bien. Mais qui avait des problèmes intérieurs, psychiques et tout, des crises, etc. Elle me dit, voilà, il y a telle personne que je connaissais qui a des chiots et il a passé un chiot à telle personne et cette personne, en fait, elle part en prison. Donc, du coup, bah, il va le mettre à la SPA. Donc, si tu veux, bah, tu peux l'adopter. Et donc, moi, j'ai dit oui. Donc, j'ai adopté ce chien.
qui s'est appelé Balou pendant longtemps, toute sa vie. Au début, il s'appelait Rocky, puis après, il s'appelait Balou. Je l'ai renommé Balou. Et à partir de là, mais du coup, en fait, quand on m'a violé, on m'a volé mes chaussures. En fait, en gros, symboliquement, avec en plus ce viol au niveau de l'anus, on m'a, entre guillemets, coupé les pieds. On m'a coupé mon lien terrestre. Et à partir de là, du coup, moi, j'ai eu un courrier de la CAF qui me disait problème avec, on peut plus vous donner d'allocation logement parce que vous avez fait une erreur en fait, j'avais régularisé, j'avais dit que je touchais le service civique, alors qu'en fait, il fallait pas que je le dise. Donc, du coup, je ne touchais plus rien. Donc, j'avais plus de sous, vu que j'avais pas de sous, j'avais plus de sous pour payer mon loyer. Donc, j'ai appelé mon proprio, j'ai dit, je me casse, en fait, j'ai plus de sous. Il y a plus d'allocation, donc je peux pas payer, donc je m'en vais. Donc, j'ai vendu mes dernières affaires. J'ai acheté une caravane avec ma voiture et du coup je suis parti. Donc là j'ai commencé à être libre, j'ai commencé à avoir ce sentiment de liberté avec mon chien. Donc j'ai commencé à me reconnecter à mes émotions avec mon chien. Mon chien m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mes émotions, au côté divin, au côté de l'amour. Mais au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, il me faut des sous. Et donc, j'ai travaillé, j'ai posé ma caravane dans la forêt parce qu'en fait, j'avais trouvé un boulot à la mairie en tant que paysagiste. J'ai travaillé pendant 8 mois à peu près en tant que paysagiste à la mairie. Donc, j'ai connu ce que c'est l'ambiance de la mairie. Et en fait, ça m'a détendu. C'est-à-dire que j'étais très, au début, formaté l'esprit boulot du monde privé, rentabilité. Puis je suis passé à la mairie. Bon, l'association c'était cool, mais j'avais encore ça à l'intérieur de moi, rentabilité. Puis la mairie, en fait, ça m'a apaisé. J'ai travaillé, mais d'un esprit beaucoup plus apaisé. Et donc j'ai pu mettre des sous de côté, j'ai appris aussi. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu faire un crédit pour acheter mon camion. Donc j'ai eu des sous, plus un crédit. Et donc, je me suis dit, je peux, comment dire, je peux donc acheter comment dire, je vais pouvoir acheter mon camion. Donc je suis parti parce que j'avais cet élan en moi. J'aime pas rester trop longtemps dans le même boulot. Une fois que j'avais fait le tour, j'avais envie d'autre chose. Donc je suis parti. J'ai passé mon permis poids lourd. Voilà, donc j'ai avec ma caravane tranquille, j'ai passé mon permis poids lourd. Dès que je l'ai eu, j'ai cherché sur internet et à 30 km de là, il y avait un petit poids lourd tout sympa aménagé qui était vendu. Je l'ai acheté parce que j'avais fait un crédit à la banque parce que avant je travaillais, etc. Donc j'avais eu le droit à un crédit. Donc je me suis acheté ce petit poids lourd. Puis du coup, je suis revenu vers Marseille et là j'ai travaillé, je voulais travailler la terre. En fait, j'avais un appel en me disant mais j'ai envie d'apprendre la terre, apprendre l'agriculture. Donc j'ai postulé chez des maraîchers, puis j'ai été employé dans un maraîcher bio où j'ai travaillé que 2 mois et demi. Et en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. On arrivait l'été et il faisait trop chaud. Et en fait, j'avais envie de bouger avec mon camion. Et donc, j'ai dit, voilà, moi, personnellement, j'ai pas envie de continuer la saison. J'avais appris ce que j'avais à apprendre. C'est très dur, le métier de maraîcher. Franchement, je les respecte. Je leur tire mon chapeau, surtout en plein été. Dans les serres et tout. Où il faut être accroupi pendant des heures à ramasser les fraises. Tout ça, c'est ça, faut tenir. Et du coup, voilà, je suis parti. J'ai pris mon camion et je suis parti. Et en fait, moi qui faisais des teufs au début, après ça, j'ai commencé donc c'est que j'en ai pas parlé, mais j'ai fait des teufs avant. J'ai arrêté les teufs, mais je continuais à faire des festivals. Des festivals où je buvais de l'alcool, où je fumais un peu, tel le Paléo Festival, tel les festivals reggae, et voilà.
et des soirées un peu techno de temps en temps. Et voilà. Mais du coup, arrivé à la fin, quand j'ai quitté le maraîchage, j'avais cet élan de faire des festivals chamaniques, de bien-être. Donc j'ai commencé à faire des festivals chamaniques, donc du coup, où il n'y a pas d'alcool, pas de drogue, où c'est le bien-être, où on fait de la méditation, on fait des câlins ensemble, on chante ensemble, on danse ensemble. Il y a des gens qui viennent nous expliquer leur apprentissage, on célèbre le feu, on va dans des huttes de sudation où on essaye de se connecter à notre âme, etc. Donc je faisais ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'ai commencé en fait à partir avec mon poids lourd. Et j'ai fait ma FIMO aussi, entre-temps, j'ai voulu me faire ma FIMO. Donc j'ai eu ma FIMO parce que je me suis dit comme ça va me faire mon boulot, je pourrais me poser et travailler en tant que chauffeur poids lourd. Et ça... Ah ouais, je vais peut-être faire en plusieurs parties parce que ça fait beaucoup. Où je vais continuer, et puis ceux qui tiendront, les autres, tant pis, mais au moins j'aurais fait mon explication. Donc, j'ai appris vraiment. Donc, j'ai fait les festivals chamaniques où j'ai beaucoup appris, où j'ai commencé à. Donc, c'est là où j'ai vu aussi que j'étais connecté à mon âme parce que j'étais dans la transcendance et d'autres personnes étaient dans la transcendance avec moi. C'est-à-dire que j'avais senti que j'étais connecté à une certaine énergie et que je la retransmettais aux autres. Et donc j'ai commencé à avoir des choses un peu surnaturelles, des choses énergétiques à le ressentir. Mais j'étais toujours dans une certaine thérapie intérieure. J'écrivais beaucoup à ce moment-là. J'ai écrit l'équivalent de plus de 10 livres de plus de 100 pages en fait, où j'écrivais en fait ce que je vivais, je relisais les choses, etc., etc. Donc tout mon parcours de thérapie intérieure, je l'ai écrit. Ça me permettait d'évoluer, de me comprendre, d'avoir un point de vue au-dessus de moi et de juger en fait, d'être comme un professeur sur moi-même. Et j'ai beaucoup appris des choses comme une psy à la maison, comme David Lefrançois, sur Internet, sur YouTube. C'est voilà les neurosciences ou la psychanalyse. J'ai même fait aussi de l'hypnose. J'ai fait 2 séances d'hypnose et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris ce concept-là et je me faisais de l'auto-hypnose en me faisant des audios personnels. Et donc je me mettais dans un état d'hypnose et j'essayais de travailler ça, d'enlever certains traumatismes, etc. Donc ça a été tout un chemin. J'ai lu plusieurs livres aussi parce que quand j'ai eu du coup, je disais ces pulsions homosexuelles, comme je l'ai dit, j'ai fait des expériences homosexuelles, mais qui ne m'ont pas plu, qui n'étaient pas en accord avec mon âme. Donc j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé un livre qui parlait de ça justement, du manque du rôle du père et du rôle de l'Église, on va dire du père spirituel et du père physique dans la vie des jeunes garçons. Donc j'ai lu ça, je l'ai étudié pendant plus d'1 mois et demi, je l'ai écrit, etc. Ça faisait vraiment sens. Je me rappelle plus le nom, mais on peut le trouver sur Internet et il est vraiment génial. Ça m'a beaucoup aidé. En tant que jeune qui se posait des questions sur sa sexualité. Donc j'ai étudié tout ça, j'ai cherché à comprendre, j'ai fait en même temps de la thérapie, l'hypnose pour enlever les racines. En même temps, j'ai fait du théâtre d'émotion, donc avec des gens. Donc j'ai beaucoup misé, l'argent que je mettais, c'était pour mon développement personnel. Donc on faisait les animaux, on parlait de nos sensations intérieures, on faisait des gestes. Donc c'est plusieurs approches en fait pour se soigner. J'ai fait tout ça et donc j'ai continué mon chemin et j'ai adopté aussi un autre chien, une deuxième chien qui s'appelait Mila. Comme ça c'était l'équilibre et
Et j'ai continué un peu ma route. J'ai été visiter des ZAD, une ZAD, justement. Bon, après, c'est sur un sujet entier sur la ZAD aussi, mais voilà, du coup, j'en ai appris des choses. Et j'ai été à Toulouse, j'ai été dans plusieurs villes, etc. Au bout d'un moment, à Toulouse, je suis arrivé à Toulouse. Non, avant ça, j'ai eu un problème. Mon chien s'est fait renverser par une voiture. Et moi, je n'avais que le RSA. Donc, plus un crédit au cul. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent pour vivre. Et donc, j'ai commencé, vu que j'avais appris la guitare quelques années avant, je faisais quelques accords. Donc, j'ai commencé à chanter du chant intuitif devant des magasins, tout ça, pour me faire un peu de sous, pour financer un peu l'opération que j'avais à faire. Et puis et après, pour vivre, j'ai même fait les poubelles des magasins pour manger, d'accord. C'est pas un mal, hein. Il y a plein de choses qui sont jetées et c'est vraiment hallucinant. Du coup, j'ai commencé donc à m'exposer au public, mais voilà, bon, plein d'histoires, enfin bref, après je vais pas tout expliquer non plus, mais du coup j'arrive à Toulouse, je me fais attaquer par des jeunes parce que du coup je leur ai dit collectivement, parce qu'ils mettaient la musique fort sur un parking, il y avait plein de gens qui dormaient, je leur ai dit d'éteindre le son. Ils ont éteint, je suis reparti, ils ont remonté le son, je suis revenu devant eux, je leur dis de baisser le son. Et là, ils sont attaqués sur moi et en gros, ils m'ont pété une côte, mis un cocard à l'œil, etc. Je suis parti à l'hôpital. Pendant 3 mois, je suis resté allongé sur mon lit. C'était vraiment très dur. Vraiment très dur. Mais et ils m'ont mis la haine d'ailleurs. J'avais la haine à cette époque au fond de moi. Hein. Je voulais pas vivre la haine, mais j'avais la haine, quoi. J'avais quand même la haine. Du coup, voilà. Et en fait, j'ai continué mon chemin. Puis, au bout d'un moment, je suis parti. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes à dire. Je suis parti du coup en Ariège parce que j'avais envie d'y aller. Oui, je sais que j'ai rien à cacher, je veux le dire. Hein, je vais être transparent. Je suis parti en Ariège et parce que j'avais entendu dire que c'était un endroit des hippies, qu'il y avait des gens qui étaient les anciens hippies, donc dans l'amour, etc. Et puis moi, voilà, j'avais demandé aux gens et on m'avait parlé de l'Ariège. Moi, je cherchais un collectif, donc une sorte de communauté basée sur l'amour, l'autonomie, etc. Et donc, je suis parti en Ariège et je suis encore tombé sur un pervers narcissique où j'ai failli me battre. Enfin, je me suis battu parce qu'il m'a cassé mon camion. Il avait cassé un truc de mon camion, donc je voulais me battre. Je me suis dit, je vais me battre et tout, parce qu'à ce moment-là, je me cherchais encore. Et donc, je disais, voilà, j'en ai marre de me prendre des gifles tout le temps. Donc, je cherchais aussi un peu à dire, je vais me battre comme ça, voilà. Sauf que il était deux fois plus large que moi et son chien m'a mordu j'ai les cicatrices encore, il m'a mordu ma cuisse, donc je suis tombé au sol. Lui, il est arrivé sur moi et il m'a mis le pouce sur mon œil, il a enfoncé mon pouce sur mon œil et comme s'il voulait me crever un œil en fait. Heureusement, j'ai crié à ce moment-là, j'ai essayé de me débattre et il y avait quelqu'un qui est passé qui a réussi à l'enlever de moi. Mais voilà, pour moi, il y a un côté symbolique derrière, c'est que enfin bref. Puis parce que j'ai fait des vendanges aussi, j'ai travaillé en tant que vendange, j'ai fait aussi chauffeur poids lourd pendant quelques jours. Pendant un jour surtout, mais j'ai fait un accident, donc j'ai arrêté. J'ai pas aimé. Mais vendange aussi, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Mais il y avait un pervers narcissique aussi. Mais j'ai bien aimé. Et donc je suis arrivé en Ariège. Voilà, j'étais à l'hôpital. Enfin bref. Puis après, je décide d'aller sur Foix. Et là, du coup, j'aime beaucoup parce que du coup, c'était vraiment
comment dire, un endroit où il y avait de la vie, une vie associative, une balade au bord de l'eau, donc un endroit pour garer les camions. Donc j'ai vraiment aimé. Et est arrivé en fait le confinement. Et donc du coup, je suis parti dans la forêt avec mon camion, avec mes chiens, et je commençais à faire des vidéos sur Internet à ce moment-là. Je commençais à faire des vidéos sur Internet. Et je jouais de la guitare et tout. Et au bout d'un moment, j'étais en confinement, je commençais à rencontrer du monde parce que j'avais fait des ateliers pour créer des collectifs, etc. Donc j'avais commencé à rencontrer du monde. J'avais été voir des collectifs aussi, mais ça m'avait pas plu. C'était basé sur l'argent et pas sur l'amour. Et en fait, d'un moment, j'étais paumé en pleine forêt. Puis il y a mon pote que j'avais rencontré à un atelier qui passe avec sa voiture en plein confinement. Il passait à travers la forêt pour éviter de passer sur la route pour les flics. Et il me dit, voilà, je vais chez telle personne, voilà. Et moi, j'ai dit, est-ce que je pourrais venir? Parce qu'il me disait, voilà, on va faire de la musique ensemble, on va faire un bœuf musical et tout. Et j'ai dit, ouais, j'aimerais bien venir. Il m'a dit, écoute, là, non, mais le prochain coup, je vais demander, prochain coup, si elle veut, voilà. Et donc, du coup, prochain coup, il me dit oui, donc j'y étais. Je suis atterri dans une famille. Et là, pour moi, voilà, c'était super. J'avais trouvé ma famille, c'était génial. Il y avait des enfants et tout. Moi qui voulais un petit frère, j'avais trouvé mon petit frère parce que il y avait une sorte d'écho. Ce petit enfant, il venait vers moi, en fait. Et donc du coup, j'allais vers lui aussi. Je le portais un peu. J'essayais de l'éduquer, de lui donner des conseils, etc., de jouer avec lui, d'être dans l'émotion et tout. Sauf que cet enfant, c'était un pervers narcissique et il m'a mis un couteau dans le dos. Quand j'étais en fait un peu à nu, il m'a mis un couteau dans le dos et du coup, ça m'a vraiment fait mal. Et la mère après ça, donc la mère de cette famille, m'a mis aussi un couteau dans le dos. Et c'est qu'après ça que j'ai compris que c'était des pervers narcissiques, l'un et l'autre. Au début, je ne l'ai pas de suite compris, mais c'est qu'après, en analysant tout ce qui se passait, qu'en fait, on me respectait pas, que ça soit l'un ou l'autre. C'était moi qui étais en mode toujours, je pardonnais l'autre, je voulais toujours voir le beau, l'amour, que du coup, je ne voyais plus le mal. Je ne voyais pas qu'on me respectait pas. Et vu que moi-même, je me respectais pas, et du coup, en fait, je laissais faire les autres. Mais à ce moment-là, donc je suis parti de là-bas et j'ai acheté un terrain parce que je cherchais un terrain pour m'ancrer. J'ai acheté un terrain en Ariège où il y avait un mobil-home dessus, il y avait une ruine, un magnifique endroit qui pour moi était magnifique, au milieu de la forêt avec une rivière, qui est vraiment un super endroit, qui est pour moi vraiment connecté à l'amour et au ciel, entre le ciel et la terre. Je me suis ancré là-bas et j'ai essayé de cultiver la terre, de planter des arbres, de faire de travailler, de faire un potager, de faire je me sais plus comment on appelle ça, de greffer des arbres fruitiers, etc. J'ai coupé l'équivalent d'une centaine d'arbres à la tronçonneuse pour le bois, etc. J'ai essayé d'être autonome. D'allumer à faire un feu parce que j'avais jamais fait de feu avant, donc j'ai appris à faire un feu, à lancer une cheminée, etc. Je voulais en faire un lieu collectif spirituel pour que les gens viennent et qu'on célèbre ensemble quelque chose de chamanique, parce qu'à ce moment-là j'étais assez chamanique, vraiment à appeler les énergies, et du coup je faisais ça et en même temps je jouais de la musique dans les marchés, je faisais des rituels avec le didgeridoo et la guitare pendant les solstices et équinoxes dans 4 marchés d'Ariège. Au début j'ai commencé par un marché, puis à la fin je faisais dans même 5 marchés d'Ariège et où je faisais de la musique. Et est arrivé du coup c'est qu'on m'a beaucoup attaqué. Il y avait des chasseurs qui m'attaquaient beaucoup, qui essayaient de me déstabiliser, et mon voisin était pervers narcissique. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui ont essayé de me détruire. Et en fait,
à ce moment-là, à ce moment-là, moi, pendant tout mon parcours, j'ai toujours fait c'est-à-dire que tout le long là que je vous dis, tout au long, j'étais en quête de sens. C'est-à-dire que j'ai cherché, creusé, j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié l'histoire, j'ai étudié l'agriculture, plein de domaines en fait. Au fur et à mesure du temps, j'ai lu beaucoup de livres, enfin tout ça. Tout ça, et puis j'ai regardé aussi qui est pas mal, c'est chez Gaia.fr, la plateforme Gaia. Il y a pas mal aussi d'enseignements qui parlent d'ésotérisme et qui parlent des civilisations anciennes. Ça m'a ouvert les yeux en fait quand j'ai vu justement les constructions égyptiennes. J'ai vu que ça collait pas avec notre récit naturel, donc j'ai beaucoup creusé, j'ai cherché, j'ai creusé dans tous les sens, et donc je me suis imprégné de beaucoup de choses. Et donc tout au long, ça a été un apprentissage vraiment long, quoi. Et arrivé en Ariège, est arrivée en fait cette fameuse Coupe du Monde qui a qui a amené les gens, la majorité des gens, à se couper de cette énergie qu'il y avait entre nous encore. Et du coup, ça m'a isolé. Et ils m'ont en quelque sorte sacrifié. C'était un sentiment, c'était quelque chose d'assez spécial. Mais ils m'ont sacrifié. C'est-à-dire que j'étais dans les marchés et je sentais que il y avait quelque chose. C'était après aussi, quand il y a eu la crise de l'essence. Du coup, alors attendez, est-ce que c'est avant ou c'est après? Non, avant ça, désolé. Avant ça. Ah si, non, c'est ça. Du coup, il y a eu ça, cet événement-là, où ils m'ont sacrifié. Et moi, du coup, j'ai eu une réaction intérieure. Et là, je me suis dit, il faut que, j'agisse, parce qu'avant, je donnais beaucoup d'amour envers les gens, mais je ne voyais pas trop les pervers narcissiques. Même les pervers narcissiques, je leur donnais de l'amour. Et en fait, quand il y a eu ça, j'ai compris certaines choses et du coup j'ai commencé à écrire des textes et à les distribuer dans les marchés, dans plusieurs marchés d'Ariège gratuitement, des textes spirituels, voilà, tout en continuant ma musique, tout en continuant à travailler la terre. Et au bout d'un moment, j'ai même fait après, j'ai même fait un petit voyage aussi l'été où j'ai voulu voir les châteaux de France, etc. Parce que je voulais voir les châteaux en Normandie, ils sont magnifiques dans le pays de la Loire là. C'est vraiment magnifique. Donc j'avais vraiment envie de voir ça. Blois, etc. Et la cathédrale de Chartres, tout ça, je l'avais déjà vu, mais je voulais la revoir. Et comme ça, j'ai été voir ma famille normande. Mais du coup, j'ai fait tout ce chemin où j'ai distribué des tracts plusieurs fois, on va dire de février jusqu'à juin. Après, j'ai arrêté, c'est là où je suis parti sur les routes. Puis après, en septembre, j'ai commencé à faire du kayak, où j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai rencontré de nouvelles personnes et tout. Bon, après, il y a d'autres choses plus personnelles aussi, que je raconterai plus tard peut-être, qui est vraiment plus spirituel, plus personnel. Et en fait, arrivé à la fin, au mois d'octobre, moi je défendais l'amour, et il y avait des pervers narcissiques qui étaient bien implantés dans la structure du kayak. Et en gros, ils m'ont rejeté parce que j'étais trop dans les sentiments. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit à telle personne, non, toi, je t'aime pas, j'ai pas envie de te parler. Et donc, du coup, ils ont dit, voilà, au lieu de parler à tout le monde, parce qu'il y a des personnes, c'était des pervers narcissiques vraiment mauvais.
Et donc j'ai dit, bah non, toi, il me parlait, j'ai dit non, j'ai pas envie de te parler. Et je parlais que avec ceux du cœur. Et sauf qu'au bout d'un moment, bah eux, ils se sont plaints. Et donc du coup, bah ils ont fait des réunions, ils ont dit quoi, je m'adaptais pas, donc ils m'ont viré de ce club. Et en gros, bah ouais, je me sentais un peu crucifié, entre guillemets, pas crucifié, abandonné dans mon énergie, dans mes sentiments, dans l'amour. Et en même temps, bah, ça c'était 1 an, 8 mois après que j'ai été abandonné par les gens de ma communauté qui m'avaient déjà abandonné parce qu'ils avaient choisi le plaisir, genre le rouge plutôt que le bleu. Moi j'avais choisi l'amour, mais plus personne avait choisi l'amour, donc je me suis senti seul. Puis j'ai continué et c'est là où j'ai distribué les tracts et je continue la musique. Puis je suis arrivé au kayak, j'ai continué à être dans l'amour, à être dans la joie, l'émotion. Sauf que là, ils m'ont rejeté encore une fois. Là, à ce moment-là, du coup, c'était vraiment dur. Et arrivé en fait donc là, j'ai commencé à vouloir être souverain, donc à arrêter d'être dans l'amour envers tout le monde, mais à choisir qui je donne de l'amour. Donc à ne plus être tourné vers l'amour et tout le monde, vers tout le monde gentil, mais à sélectionner les gens. Et donc je me suis coupé petit à petit de tous, j'ai fermé un peu, je me suis renfermé, et arrivé en fait au mois de janvier, je vais le dire, c'est spécial ce qui m'est arrivé, mais je me rappelle, je me promenais, parce que j'ai besoin de me promener toujours, et j'étais parti avec mes chiens dans un endroit, et là j'avais posé ma tente dans un endroit, bon il y avait un pervers narcissique encore qui me manipulait, qui m'a mis genre voilà, j'avais dit que je parlais pas, mais au final j'y ai parlé, et puis je suis tombé dans le mal. Puis du coup, il est revenu, et moi ça j'ai pas aimé, je suis parti. Je suis parti à un autre endroit, j'ai un peu à la va-vite. J'ai été faire des courses dans un magasin, j'avais acheté une galette des rois, parce que c'était le moment des galettes des rois. Et puis, je me suis mis dans un endroit, et là, boum, ma voiture est restée bloquée sur une sorte de talus. Et je me suis dit, merde, voilà. Donc j'étais plus dans l'amour, mais j'étais un peu dans la colère. Et voilà. Donc du coup, je pose la tente. Je suis resté là, j'ai essayé de creuser tout le soir et tout, ça marchait pas. J'ai pas réussi à dégager la voiture. Du coup, la nuit, je pose la tente. C'était une Quechua que j'avais achetée. J'avais acheté l'été d'avant. Et en fait, il commence à pleuvoir dans la nuit. Et là, la tente, en fait, elle était perméable. C'est-à-dire que l'eau coulait à travers. Donc je commence à être trempé. Là, je me dis, merde, fais chier. Je sors de la tente, je prends mes affaires, je rentre dans la voiture. Et donc, du coup, voilà. Et à ce moment-là, donc je suis pas bien. Et je décide de manger de la galette des rois. Et à ce moment-là, j'ai un sentiment, mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas en conscience, d'accord ? C'est un sentiment qui est venu tout seul, en mode, je fais un pacte avec le diable. Et du coup, moi, j'y prête pas attention parce que c'est pas moi qui ai voulu. Et donc, en gros, je mange cette galette. Puis le lendemain, j'arrive on m'a aidé à débrousser, à enlever le truc de la voiture. Puis je suis rentré chez moi, tout allait bien. Et là, en fait, c'est là où ça a commencé à dérailler. J'ai commencé à avoir des cauchemars. Quand j'ai vu les gens, c'était vraiment des personnes narcissiques. Il y avait des couteaux par terre, parce que ça t'influence au niveau des sentiments. Puis, c'est vrai que je vais aller plutôt à l'essentiel quand même. Mais on arrive bientôt à la fin. Et comment dire ? Du coup, à ce moment-là, j'avais des cauchemars, vraiment des gros cauchemars qui me faisaient mal, vraiment mal. Et donc, je comprenais pas, et ça m'énervait. Et en fait, je suis parti. Un jour, je suis parti ailleurs.
Et là, j'ai dit à Dieu, j'ai parlé à Dieu en disant, du coup, tu es en train de me tuer, tu es en train de me tuer, tu es en train de me violer, de me mettre à terre et de me violer et le fait pour que je reste collé à toi, en fait, j'avais ce sentiment-là. Du coup, je m'en vais, je rentre dans ma voiture avec mes chiens, je rentre chez moi. Avant, chez moi, il y a une balade à faire. Je vais dans ce chemin, je sors de ma voiture, je fais une balade. Et là, je vois mon voisin d'en bas, qui est un pervers narcissique, mais que je ne savais pas à l'époque. Il se gare à côté de ma voiture, mais j'ai confiance. Ma voiture, elle est porte ouverte, pas de problème. Voilà, pas à clé. Je m'en vais plus loin. Je reviens un moment. Et là, je démarre ma voiture et ça fait blablabla, un bruit bizarre. Du coup, je dis merde, j'avance parce que j'habitais à 200 mètres, 300 mètres peut-être. Et du coup, j'avance jusqu'à mon terrain plutôt, là où je vivais. Et arrivé en haut, mon moteur qui se pète. En fait, la voiture qui s'arrête et qui démarre plus. Et en fait, j'ai vu qu'en fait le gars il m'avait mis des glands dans mon moteur. Donc ma voiture morte. Là du coup j'ai commencé à avoir la haine. Et là j'ai réfléchi en me disant mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je reste dans l'amour ou est-ce qu'il faut que je me batte comme les Vikings, comme les Celtes, comme avant, en mode il faut défendre l'amour par la violence, mais il faut défendre son droit quoi, parce qu'on m'attaque quoi, on m'attaque réellement. Voilà. Et donc, au début, j'ai choisi la haine, puis après, j'ai dit non, je choisis l'amour et je les pardonne parce que c'est comme ça, parce que je ne veux pas me tomber dans la haine. Ah oui, je voulais dire avant que j'ai oublié l'année d'avant. J'avais un chemin intérieur, j'avais un appel intérieur. Donc c'était l'année d'avant, ça, où tout l'hiver, donc janvier, février, mars, à peu près tous les jours, je me baignais dans l'eau froide qui était dans la rivière à côté. Donc même il y avait de la neige, je me rappelle de la neige à côté, je me baignais quand même. J'ai resté des fois jusqu'à 40 minutes, voire 1 heure dans l'eau. Et en fait, je faisais un travail intérieur, sentimental. Donc j'ai fait tout un long travail de purification par l'eau et le froid. Voilà, j'avais oublié de dire ça. L'année d'avant, je l'ai fait. Parce que j'ai eu un appel intérieur. Et voilà. Et du coup, pour revenir du coup à l'année d'après, là où on m'a cassé ma voiture, où j'avais la haine. Après, j'ai accepté. J'ai dit c'est pas grave, c'est que je dois vivre autrement, en vélo, à pied, tout ça. Et donc j'ai commencé à aller à pied. Sauf que là j'ai eu des appels. J'avais déjà commencé des jeûnes. Quelques mois avant, j'avais commencé à faire un jeûne de 20 jours déjà. Et là du coup j'ai été appelé en fait à jeûner. En fait je sais pas, il y avait comme un monde qui m'attaquait. Et en gros j'ai été appelé à aller jeûner et à aller m'ancrer dans la forêt, à écouter les oiseaux, à me baigner, à être dans le mouvement, dans l'eau froide, dans écouter les oiseaux, dans tout ça, dans les sentiments, et à jeûner, oui, surtout jeûner. Et donc j'ai fait ça. Et en fait, parce qu'on m'attaquait, il y avait des gens qui m'attaquaient physiquement, mais j'arrivais toujours à être souverain, à être droit, etc. Et en fait, j'ai tenu comme ça pendant à peu près 40 jours. Peut-être un peu moins, je sais plus. J'étais devenu tout maigre. Mais vraiment tout maigre. Je marchais tout le temps, etc. Et je me rappelle, en fait, au bout d'un moment, j'ai dit non. Parce que je me réveillais même la nuit. J'avais des appels de mon âme qui me disaient lève-toi et va aller te baigner. Donc je le faisais. J'allais me baigner pendant plusieurs
plusieurs temps, etc. Donc en pleine nuit. Et au bout d'un moment, j'ai dit non. En fait, j'étais dans mon lit et il y avait un côté mon âme qui me disait va te baigner. Et là, j'en avais marre et j'ai dit non, aujourd'hui, je n'irai pas me baigner. Et en fait, à ce moment-là, comme une sorte de force maléfique, vous voyez, quand on fait on prend des griffes ou on prend une fourchette et qu'on fait sur un tableau, par exemple, vous voyez ce son strident là qui fait mal. Et en fait, il y a eu ça dans mon esprit. Qui en fait m'a enlevé tous mes beaux sentiments, toute ma belle énergie que j'avais cultivée pendant plus de 15 jours de jeûne, à me reconnecter à la nature, tout ça, en l'espace d'une nuit, on m'avait tout enlevé. Arrivé au matin, du coup j'avais comme tout perdu, c'est-à-dire qu'il fallait que je recommence à zéro, nouveau jeûne, nouveau repromener toute la journée, etc. etc. Donc je suis reparti à zéro, j'ai rejeûné, j'ai continué. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, il y avait des gens qui venaient de plus en plus. Donc c'était bon. Après, voilà, je ne veux pas tout dire, mais c'était vraiment, il y a des choses vraiment bizarres. Et j'ai fait des cauchemars de plus en plus. Et en fait, au bout d'un moment, je craquais et je partais manger. J'allais partir manger. Et donc, du coup, je culpabilisais de partir manger. Parce que j'étais dans un extrême, c'est-à-dire dans un extrême, et du coup ne plus être dans le plaisir, être dans les sentiments, mais plus être dans la nourriture extérieure, mais être dans la nourriture spirituelle, et donc vraiment dans un extrême. Sauf qu'au bout d'un moment j'ai craqué, j'ai commencé à manger et à culpabiliser. En fait c'était naturel, c'était comme une force qui me faisait culpabiliser alors que j'avais rien fait de mal. Mais du coup, la nuit, j'ai commencé à avoir des cauchemars, des entités, des forces qui venaient me hanter et me dire que plusieurs... Bon, après, c'est personnel, il y a plein de choses, mais en fait, une force maléfique qui m'influençait la nuit. Et en fait, la première fois où on m'a mis le strident là, le coup de fourchette, j'ai senti le avant-après en fait. Il y a eu une conséquence sur ma vie de cette nuit-là. C'est-à-dire que ma sensibilité, mon amour, tout ça, ce que je ressentais avant cette nuit, et après le coup de strident, la force qui est venue m'attaquer dans la nuit, et le lendemain, il y a eu un changement intérieur et extérieur. Et donc du coup j'ai commencé à avoir peur. Et en plus des gens me mettaient des cadavres d'animaux morts. Il y avait voilà, les gens ils dépeçaient des animaux, ils me les mettaient sur mon terrain, et des cadavres d'animaux morts, des coups de fusil tout le temps. Il y avait tout un clan des chasseurs qui essayait de m'intimider et de me faire tomber. Et j'ai commencé à avoir peur du sataniste, parce que du coup j'ai commencé à avoir des pentacles à l'envers quand je me promenais dans les forêts en face. Donc je me suis dit il y a des rituels satanistes et tout. J'ai commencé à avoir peur du sataniste, et donc au lieu d'être confiant, droit, tout ça, j'ai commencé à avoir la peur. J'ai commencé à ne plus à faire les efforts, parce que d'un moment j'ai continué à manger, j'ai continué, je suis reparti vers le manger, j'ai arrêté, j'en avais plus, j'en pouvais plus de marcher toute la journée, tout ça, donc je restais dans ma tente, parce qu'au bout d'un moment j'ai même mis ma tente dans la forêt et tout, donc je restais dans ma tente, et j'en pouvais plus, et donc au bout d'un moment, j'avais peur du sataniste qui allait me capturer et me torturer. Et donc j'ai pris peur. Et donc du coup c'est comme si j'étais d'un côté dans l'amour, la paix et tout, et que là boum, j'étais tombé dans l'autre côté, la peur, et du coup de la peur, le plaisir de manger, et ouais, alors avant j'étais confiant et tout, et là du coup j'avais peur. Et donc du coup, ça a duré plusieurs temps, mais au bout d'un moment, j'ai appelé, parce que personne ne pouvait m'aider. Je me sentais seul. Et du coup, en plus, les signes de l'univers me montraient que j'avais échoué.
que j'avais perdu. Je voyais des animaux morts, des choses comme ça, des oiseaux morts, des mammifères morts, des signes en fait divins, un peu que j'avais perdu, que j'avais échoué dans ma mission. Et donc j'ai fini par appeler les pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital psychiatrique. J'y suis resté une semaine, je crois 10 jours, voilà. Puis je suis revenu dans le mobil-home et en attendant, en fait, mes chiens avaient été adoptés. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans la peur et tout. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais parce que voilà, j'y arrivais plus. Parce que oui, je suis retourné au mobil-home, mais c'était juste pour y aller. C'est-à-dire, c'était pas pour partir vivre. C'était comme une sortie de l'hôpital psychiatrique. Genre en mode une sortie de 48 heures, mais après je retourne à l'hôpital psychiatrique. Donc du coup, bah moi j'avais dit, bah vu que j'ai tout perdu en fait. Du coup j'ai dit, bah oui, mes animaux, voilà, je pouvais plus m'en occuper. Et donc du coup, bah quelqu'un m'a appelé, m'a dit voilà, il y a des gens qui s'en occupent, ils aimeraient les adopter et tout. Et moi, vu que pour moi j'avais perdu, c'était fini, j'étais dans la peur, j'arrivais plus à être droit, c'était voilà, j'étais paniqué, terrorisé en fait, au fond de moi. Donc du coup, bah, je pleurais, mais j'ai accepté. Oui, bah écoute, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de mes animaux, tant mieux. Voilà, je peux que être heureux que quelqu'un s'occupe d'eux, quoi. Pendant que je sois pas là. Et du coup, j'ai sacrifié mes animaux en disant bah ok, je les donne. Et puis je suis revenu quelque temps dans le mobil-home une dizaine de jours plus tard. Là, j'ai fumé un joint de bœuf qui m'a reconnecté un peu à une certaine dimension au-dessus. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu... voilà, j'étais apeuré, tout ça, et je me suis dit, bah... Puis j'avais une connexion encore divine, et je me suis dit, bon, bah... j'ai perdu, j'ai échoué, d'accord. Voilà, le mal va gagner. C'est trop tard. Donc... bah je veux mourir en fait. Je veux mourir parce que bah voilà, je veux pas aller en enfer, je veux pas être possédé par un démon. Donc parce que le démon en plus il m'avait envoyé des messages la nuit, bah, le démon, une force en tout cas, des rêves, en disant qu'il allait me transformer en caillou, de la densité matérielle, l'extrême masculin quoi, le caillou quoi, la densité la plus dure. Et donc moi je ne voulais pas devenir un caillou, je voulais rester léger et dans l'amour. Donc, j'ai voulu mettre fin à mes jours. J'ai mis la bouteille de gaz, j'ai laissé pendant 1 heure ouverte et j'ai mis le coup de briquet. Et boum, tout a explosé. Mon mobil-home a explosé. Moi, je me suis cramé les mains et les pieds parce que j'avais un short, etc. Et un peu le visage. Bah pas trop le visage, dans le visage non, mais surtout un peu les mains et le bas des pieds, le bas des jambes. Et à ce moment-là, mon mobil-home est en feu. Je réfléchis à soit rester, à aller dans le feu et me cramer, soit à éteindre le feu, parce que j'avais une brouette avec plein d'eau à côté. Je décide d'éteindre le feu, parce que je suis pas non plus sadomaso. Cramer, ça fait mal. Déjà que j'avais mal, bah j'avais pas mal parce que je ressentais pas la douleur, mais voilà. Du coup j'ai éteint ce feu, puis je suis été voir mon voisin et ils ont rappelé les pompiers, pas les pompiers, aussi les pompiers pour me ramener à l'hôpital déjà pour me soigner, voilà. Puis à l'hôpital psychiatrique après, une fois que j'étais soigné. Du coup je suis resté à l'hôpital psychiatrique pendant un certain temps. Et là, j'ai voulu mettre fin à mes jours 3 fois. C'est-à-dire que je suis resté 1 an, un an et quelques mois à l'hôpital psychiatrique. Et j'ai voulu mettre fin à mes jours 3 fois. Donc la première fois en faisant exploser le mobil-home. La deuxième fois en prenant des produits de nicotine, de cigarettes électroniques, parce que je voyais voilà, pour moi la nicotine, etc. Mais voilà, j'ai tout recraché. 3e fois, je voulais partir aussi dans la mer et mourir dans la mer, parce que je voulais rester avec le Dieu d'amour, et j'avais trop peur d'aller en enfer en fait. Et
Troisième fois, j'ai acheté une voiture et j'ai acheté une bouteille de gaz et je me suis dit mais cette fois-ci je vais pas faire exploser mais je vais mourir intoxiqué. Et j'ai allumé la bouteille de gaz, j'ai ouvert la bouteille de gaz, je suis resté là pendant plus d'1 heure et demie et au bout d'un moment la bouteille de gaz s'est arrêtée toute seule de se vider. J'ai pas compris pourquoi, mais je me suis dit peut-être que le liquide c'est devenu liquide ou enfin bref, j'ai pas cherché plus loin, mais voilà. Et après je voulais me pendre donc j'avais tout préparé pour me pendre. Voilà, parce que pour moi j'avais perdu, j'avais échoué, ma mission avait échoué. Et du coup voilà, mais sauf qu'au bout d'un moment, je me suis pas pendu parce que le temps a fait que j'ai pris peur de la mort plutôt que parce que je me suis déconnecté de mon Dieu. En fait, plus le temps arrivait, plus je me déconnectais de ma sensibilité, de mon imagination, des rêves. Et donc au bout d'un moment, c'était un peu noir. Je rêvais plus, j'avais plus trop d'imagination, donc c'est devenu noir. Et du coup, je commençais à avoir peur de la mort, alors qu'avant je n'avais plus peur. Et je me suis dit, si je meurs, où c'est que je vais, quoi. Alors qu'avant, j'avais pas peur. Et du coup, je me suis dit, je continue, voilà, je cherche pas à mourir. Et donc, au final, après, j'ai pris, donc ça s'est tassé, donc j'ai arrêté d'avoir peur. Et j'ai commencé à prendre un appartement. En colocation avec quelqu'un d'autre qui était aussi en lien, qui avait un problème psychiatrique aussi, qui avait un problème intérieur. Et c'est pour ça que j'en ai connu des psychiatres, j'en ai vu des psychiatres et tout, qui écoutent rien, qui sont rien, ils écoutent pas à l'intérieur. Et en fait, et surtout les psychiatres, ils croient pas, tu leur parles d'anges ou de démons, t'es schizophrène. Hein. Ah, c'est direct. Hein. Eux, voilà. Hein. Pourtant, je leur dis, oui, mais il y a des églises, on a toujours cru aux démons, on a cru. Donc voilà, même si c'est pas des entités, mais je leur ai expliqué des rêves intérieurs, des forces, des choses qui agissent vraiment dans l'esprit de tout ça. Ah, schizophrène. Ah ça, y a pas à chercher plus loin, quoi. Hein. J'ai jamais fait de problème, mais là, voilà, ça, c'est schizophrène, quoi. Donc, pas de confiance, quoi. Vraiment, aucune confiance en ces gens qui n'aident pas, quoi. Et donc, j'ai été dans l'appartement, je me suis laissé couler, je ne voyais plus personne, je faisais plus rien, plus de musique. J'ai abandonné mon lien divin. J'étais juste dans les sentiments de paix, toujours. Mais j'ai arrêté de réfléchir, j'ai tout arrêté en fait. J'ai perdu toute ma vie, mes chiens, mon mobilo, ma musique, le fait de partager la musique, de partager des lettres dans les marchés, de voir mes amis, voilà, tout. Et en fait, arrivé à la fin, donc ouais, j'ai pris l'appartement pendant quelques mois, 3-4 mois. Puis, au bout d'un moment, j'ai eu un cauchemar. Il y a eu un cauchemar d'une entité, encore toujours pareil. Et là, du coup, ça m'a réveillé et je me suis dit, je repars. Donc, je suis reparti dans le mouvement. Je suis reparti me baigner. Je suis reparti écouter le son des oiseaux, le son de la rivière, me reconnecter parce que je fumais en fait, j'avais oublié les vertus. C'est pas que les vertus, mais voilà, je faisais plus rien, j'étais plus dans le mouvement, j'étais assis je jouais en fait à des jeux sur internet, j'étais repris à Counter Strike, je mangeais, je retournais au McDo alors qu'avant j'allais plus au McDo. Je fumais des cigarettes alors qu'avant j'avais arrêté les cigarettes. Voilà, j'étais plus dans l'espoir, j'étais plus dans l'optimisme, mais j'étais dans le pessimisme, dans le j'abandonne tout quoi. Il y a plus rien. Donc enfermé chez soi, j'avais honte de moi quand j'allais à l'extérieur parce que pour moi je n'étais plus rien. Donc vraiment tout ça quoi. Mais quand j'ai eu ce cauchemar là à l'intérieur, j'ai eu cette réaction là, donc l'extrême, du coup voilà, extrême. D'un extrême à l'autre, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de fumer, je me suis mis à remarcher toute la journée, à me baigner, à me reconnecter à l'eau, enfin bref, à tout ça. Sauf qu'au bout de 15 jours, j'ai fait une crise cardiaque dans l'eau, hypothermie, et des gens m'ont ramené, et je suis retourné à l'hôpital, ils m'ont réanimé.
à l'hôpital, j'étais complètement congelé. Et en fait, à partir de là, c'est comme si j'avais été réanimé. C'est-à-dire, j'ai recommencé à avoir des beaux rêves. Donc, à me dire, ah tiens, donc quand j'ai eu des beaux rêves, je me suis dit, ah tiens, le Dieu m'a pas oublié. En fait, il est toujours là. C'est-à-dire, il y avait encore ça, quoi. C'est-à-dire que pendant un temps, j'avais plus rien du tout. Et là, boum, c'était revenu, quoi. Ça revenait. Et donc, du coup, en plus de ça, j'étais là-bas. Les gens étaient super sympas dans l'hôpital. L'hôpital psychiatrique, les gens, horribles. Hein. Ils écoutent pas leur cœur. C'est vraiment, ce sont des gens formatés par le système. C'est vraiment horrible. À part les psys qui sont gentils. Sinon, tout le reste, c'est horrible. Les infirmiers, aides-soignants, psychiatres, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Sauf les psys qui sont humains. Sinon, le reste, c'est horreur. Hein. Vraiment. Hein. Et du coup, là, j'étais à l'hôpital général. Et en fait, là, j'ai retrouvé de l'amour chez les gens. Les gens étaient gentils avec moi, bienveillants. Et donc du coup j'ai retrouvé espoir, ça plus les rêves, donc j'ai retrouvé espoir, mais sauf que du coup une fois que j'ai fini la réanimation, tout ça, j'avais une petite blessure. Ils m'ont dit vous pouvez pas rentrer chez vous tant que la blessure n'est pas totalement refermée, et vu que vous avez un antécédent psychiatrique, on vous envoie à l'hôpital psychiatrique. Donc là j'étais pas content, mais j'étais obligé, quoi. Donc j'ai retourné à l'hôpital psychiatrique, et là du coup tous les jours je méditais, tous les jours j'étais dans la méditation, j'avais retrouvé espoir dans ma vie, etc. Donc je repartais, et en fait ils m'ont envoyé, j'étais dans un lieu fermé au début, puis après ils m'ont mis dans un service ouvert. Donc là, service ouvert, tous les jours j'allais me promener, j'allais écouter les oiseaux, j'allais écouter la rivière, je me connectais au monde, etc. Et puis est arrivé du coup la fin de l'année, la fin du cycle, donc qui était au mois de décembre 2025. Donc la fin d'un cycle de 9 ans, d'accord, tout le monde peut le savoir que c'est un grand cycle, il y a des grands cycles, et il y a des cycles de 9 ans, et donc c'est ce grand cycle de 9 ans, et du coup, en fait j'ai retrouvé espoir, et au bout d'un moment, en fait j'ai eu un problème à ma jambe, je ne pouvais plus marcher. C'est-à-dire que je boitais, je n'arrivais plus à marcher, et c'est encore aujourd'hui d'ailleurs, je peux plus marcher vite, je dois marcher doucement, parce que j'ai un problème à une jambe, et en fait du coup, parce qu'il fallait que je monte des côtes, etc. Et du coup, j'ai dit là je peux plus marcher tous les jours comme ça, j'étais épuisé en fait. Et en gros à ce moment-là, pendant le service, je vois qu'il y a des gens humains dans l'hôpital psychiatrique, et des gens vraiment gentils. Et donc du coup au lieu de me connecter à la nature, tout ça, où j'étais un peu isolé moi-même dans mon coin, là j'ai commencé à me tourner vers les autres, et donc du coup à me connecter aux autres. Et c'était génial, c'est-à-dire que pendant un temps, il y avait vraiment des belles personnes, des belles âmes dans le service. Alors je sais pas pourquoi tout le monde s'est regroupé à ce moment-là, mais il y a eu c'était vivant, c'était humain. On avait tous nos problèmes, d'accord, tous avaient une raison d'être là, mais c'était humain, on pouvait échanger, on discutait entre nous de nos ressentis, de nos problèmes, on faisait des belotes, on parlait de philosophie, etc., et c'était vraiment bien. Et sauf qu'au bout d'un moment, moi du coup, j'ai lié des liens avec des gens, et ça m'a fait du bien de reparler, etc. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai retrouvé un peu, en fait, j'avais ce sentiment intérieur qui a commencé en fait le 25 décembre. J'ai mis ces graines à l'intérieur de moi le 25 décembre 2025.
de renaître, en fait, de repartir sur la vie, de retrouver mon âme, de retrouver ma mission intérieure. Et donc j'ai retrouvé espoir en disant bon bah voilà, c'est arrivé le 25 parce que j'ai eu des signes, j'ai eu des ressentis, et c'était ce jour-là, le 25, que j'ai mis ces sentiments intérieurs de renaissance. Et donc voilà, j'étais content, j'avais des beaux liens, j'étais dans l'amour, etc. avec les gens, même s'il y avait un pervers narcissique, bah j'arrivais. Justement, il me permettait de me mettre souverain, d'être droit, de dire non, je ne veux pas que tu m'influences, etc., etc. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop, je ne veux plus de cachets, parce qu'en fait, je ne prenais plus les cachets, je les prenais puis je les recrachais au lavabo. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit bah écoute, j'ai pas besoin de cachets, je suis souverain, je suis libre de ma vie, je vais voir le psychiatre et je vais lui dire que en fait, la période auquel j'avais peur qu'on me tue dans d'atroces souffrances, dans la torture, j'avais peur des chasseurs, etc., des démons, etc., qui m'ont hanté la nuit. Mais vu qu'il s'était rien passé pendant plus de 2 ans, et ben du coup, j'ai dit bah écoute, en fait, je peux reprendre ma vie. J'ai retrouvé espoir, j'ai retrouvé des signes de Dieu, des rêves, etc., de l'espoir. Donc, bah j'ai envie de repartir dans ma vie et grandir. Et du coup, bah là, à ce moment-là, ils m'ont dit non, interdit. Mais du coup, j'ai arrêté de prendre mes médocs. Sauf que quelques jours après, ils m'ont dit bah on va vous mettre une piqûre dans le cul, forcée. J'ai dit non. Et du coup, ils m'ont dit bah on va vous envoyer dans un endroit fermé, totalement clos, fermé, et on va vous forcer à prendre vos médicaments. Et du coup, j'ai dit non. Et en fait, on m'a forcé, on m'a plaqué au sol, violemment. On m'a attaché. On m'a amené dans un service fermé. Je suis resté enfermé dans un certain temps. Tant que je prenais pas mes cachets, j'étais enfermé. Puis au bout d'un moment, j'ai repris mes cachets parce que je devenais fou dans ce truc. Bon, pour vraiment résumer, hein, c'est vrai que... Mais voilà, pour dire que c'est horrible ce milieu-là. Puis... est arrivé, donc bon, il y a plusieurs j'en ai vu 2 psychiatres à ce moment-là parce que c'était pas les mêmes. Ils ont essayé de me faire culpabiliser. Après, du coup, au lieu que des cachets, parce que les cachets, je les recrachais, donc ils m'ont mis la même chose mais en mode liquide parce qu'ils avaient peur que je prenne pas mes cachets. Donc ils m'ont mis la même chose liquide et j'étais obligé. J'étais dans un milieu fermé, donc je n'avais pas le choix. Je prenais ça, j'étais obligé. Ils ne m'écoutaient pas. Ils ne cherchaient pas à m'écouter. Moi, je leur disais, j'allais mieux, je voulais guérir, je voulais sortir, tout ça. Eux, ils me disaient, non, on va vous garder en observation encore pendant quelques mois. Moi, je disais, ouais, c'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi parce que j'ai de nouveaux projets, j'ai envie de me reprojeter, de revivre parce que j'ai retrouvé l'espoir, j'ai retrouvé l'amour propre, j'ai retrouvé l'amour. Donc du coup, je veux sortir de ça et je veux repartir. Et ils me disaient non, on va vous garder ici à l'hôpital psychiatrique. Donc la mort, l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas de vie. Hein, à l'hôpital psychiatrique pendant encore quelques mois, voire quelques mois, le temps que on vous observe, que vous soyez stable. Et moi, j'avais pas le choix. Et au bout d'un moment, après, j'accepte de prendre mes médicaments. Donc là, je retombe un peu en mode défaitiste. Puis, on me remet dans un milieu ouvert, dans un autre bâtiment ouvert, avec moins de monde encore gentil, donc horrible, vraiment plus de lien du tout, mais vraiment plus d'amour, plus les gens sont fous, c'est-à-dire que les gens qui étaient à côté de moi étaient fous, donc je me sentais vraiment... donc j'étais dans l'empathie, dans la gentillesse envers eux, mais j'avais pas de retour en fait. Il n'y avait aucun retour. Et au bout d'un moment, donc j'avais un peu abandonné, et au bout d'un moment, à la nouvelle lune, il y a quelqu'un que je connais et un pervers narcissique qui me trahissent, parce qu'en fait on fume de la marijuana, ils me trahissent et ils me disent qu'un dragon rouge, en fait voilà, en mode le dragon rouge va m'attaquer, le dragon va m'attaquer pour m'enlever l'amour, le sentiment d'amour que j'ai. Et en fait, c'est en gros à ce moment-là, j'ai senti une présence psychique, une force psychique qui m'attaquait mon esprit pour m'enlever mon sentiment de bien-être et d'amour.
Et à ce moment-là, je suis parti. J'ai crié, puis je me suis dit, je suis parti un peu plus loin et j'ai écouté mon âme. Mon âme me disait, en fait, il y avait deux côtés, la peur. Puis au bout d'un moment, j'ai dit non, faut pas tomber dans la peur. Donc j'ai écouté mon âme et mon âme me disait, bon, c'est normal. T'arrives à un point initial, genre faut que tu repars au point zéro pour repartir. Et en gros, il faut que tu écoutes ton âme et que tu suives ton âme jusqu'au bout. Et donc du coup, là, il y a une voiture qui arrive avec des soignants. Ils veulent me récupérer en me disant, monsieur, venez avec nous, rentrez dans la chambre. Et moi, je dis non. Je commence à courir dans la forêt. Je m'isole dans la forêt. Il pleuvait et tout, mais je m'en fous. Je suis trempé, je suis dans la forêt, je suis pieds nus, je m'en fous. Personne me suit. Là, je comprends du coup que faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai le sentiment de me dire, bah écoute, mon âme m'appelle en fait à me dire, mais fuis. Là, en gros, c'est la prison. Là, en gros, ça fait 2 ans que on t'a manipulé, on t'a amené vers le fond pour que tu perdes ta vie, pour que tu perdes ta joie, pour que tu perdes ton amour. En gros, c'est les pervers narcissiques, ce monde-là, qui t'a détruit pour te tuer, en fait, pour tuer ton âme. Et qu'en fait, bah, il faut que tu te réveilles, que tu redeviennes souverain, que tu refasses des choix et que tu t'imposes. En fait, que tu arrêtes de te soumettre à leur volonté. Qu'il faut que tu dises merde, en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit, ok, il faut que je m'en aille. Donc, j'avais le choix de partir. Je voulais partir à pied, comme ça, et me dire, allez, je m'en vais, comme ça, et sauf qu'au bout d'un moment, je dis, non, là, il pleut, je suis trempé, j'ai pas ma carte bleue, parce que ceux qui avaient la carte bleue, la carte d'identité, tout ça, et je me suis dit, non, ça va pas le faire, quoi. Je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la chose. Je vais acheter sur Internet une tente, un duvet, des lumières, etc. Je vais tout préparer. Je vais acheter une batterie pour la voiture que j'avais achetée. Je vais acheter une batterie neuve parce qu'il y avait plus de batterie. Je vais tout préparer et le jour J, je partirai. Et c'est ce que j'ai fait. 5 jours plus tard, j'ai demandé à aller acheter des cigarettes. Et à ce moment-là, on m'a donné et j'ai dit qu'il fallait que je récupère un colis. Et donc, on m'a donné ma carte d'identité et ma carte bancaire. Et à ce moment-là, je suis parti, j'ai acheté une batterie, je l'ai mis dans ma voiture. J'ai été récupéré, non pas de suite, je suis parti déjà. Je suis retourné à l'hôpital. On m'a appelé, etc. On m'a dit qu'est-ce que vous faites, etc. Parce que j'étais sous contrainte, donc obligé, en mode prison, quoi, prison. Et du coup, on m'a forcé. Et le lendemain, j'ai récupéré mes affaires, etc. Puis je me suis barré en fait de là où j'étais, quoi. Et du coup, bon, après c'est autre chose, mais vraiment je vais résumer vite fait. Mais après on est arrivé vers Pâques, donc Pâques de là cette année, et même avant. Et en fait, en gros, bon, c'était quelque chose de très spirituel, mais comment dire? Déjà, vous savez quoi, cette histoire-là de Pâques, je la raconterai dans un autre audio, parce que là, ça fait beaucoup. Et que je poste, parce que là, c'était là, mais il y a eu, ça vaut une autre vidéo encore entière, parce que c'est quelque chose de très spirituel. Je sais pas d'ailleurs si je vais vraiment parce que c'est très personnel, et je sais pas si les gens pourraient comprendre vraiment, même si je l'explique avec les mots, tout ça, je sais pas si les gens comprendraient vraiment ce qui m'est arrivé là pendant cette Pâques là, pendant ces mois là que j'ai vécu. J'ai vécu en gros une mort, un dépouillement total, et une renaissance, grosso modo. Et c'est pour ça que après ça, je me suis relevé et du coup je repars. Je reprends ma mission. Je réécoute mon âme, je réécoute les besoins de mon âme et je repars en fait. Et en gros, je suis SDF. Donc bravo à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Mais je suis SDF, je vis dans ma voiture.
Et le but est de voyager et de jouer de la musique. Et en fait, c'est ce que je fais là. Je parle de Dieu, je parle des choses philosophiques aux gens que je rencontre sur mon chemin. Voilà, parce que je me nourris de ça, parce que j'aime parler de ça. Et que, voilà, je fais pierre après pierre, j'avance. Je m'auto-satisfais. Et j'ai des projets, j'ai plusieurs projets. Et j'avance, tout simplement. Voilà. Et voilà, on en arrive là, et ça fait presque 2 heures du coup quand même, ça fait un peu beaucoup. Mais voilà à peu près l'explication je suis parti quand même de bébé jusqu'à maintenant. Mais j'ai un peu, voilà, il reste quand même cette dernière période qui est cruciale parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là le mois de mars, avril, mai. Il s'est passé énormément de choses. Du coup, je ferai un audio et je sais pas si je le publierai de suite, mais je le publierai un jour, ça c'est sûr. Mais peut-être pas de suite. Voilà, ça en tout cas c'est là, cet audio, je vais le publier là pour ceux qui veulent vraiment comprendre qui je suis au fond de moi. Parce que, en gros, si on devrait me définir par des mots, c'était ce que j'aimais bien me dire avant. C'est vrai que maintenant, c'est différent, mais avant, je me définissais comme paysan, thérapeute, artiste. Voilà. C'était un peu... Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est paysan, non, parce que j'ai perdu ma terre. J'ai perdu ma maison. Artiste, oui, je vais continuer à faire parce que je me remets à chanter, je me remets à jouer de la musique. Et thérapeute, oui, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire d'amener, en ayant conscience d'un certain schéma, d'amener les autres à une certaine évolution. Donc voilà, j'ai conscience de certains processus qui sont longs, etc. Parce que par expérience, etc. Et donc, je le mets au profit d'une cause plus grande que moi. Et j'ai foi, tout simplement. Et surtout, je navigue à vue. Mais j'ai foi, comme je vous le dis, mais je navigue à vue. Mais j'ai confiance et j'ai des hauts, des bas comme tout le monde. C'est pas toujours facile, hein. Voilà, c'est pas que rose tout le temps. Mais j'avance sur mon chemin et j'espère que le beau va arriver aussi. J'espère qu'il y a une évolution comme toute chose. Et voilà, moi en tout cas je n'ai rien à cacher. Je vais essayer d'être le plus clair, le plus net possible sur les choses. Et voilà. Et bravo à ceux qui auront écouté pendant 2 heures l'histoire de ma vie. Parce qu'il faut s'accrocher. Et c'est pas forcément hyper intéressant. C'est pas la chose la plus intéressante. Il vaut mieux écouter le reste. Le message qui vous enrichit vous personnellement. Là, c'est plus un témoignage intérieur. Mais au moins, vous pouvez vous faire une idée de l'être que je suis au fond de moi. Pour voir, en fait, voilà, de vous donner... voir si vous pouvez me faire confiance, voir si vous pouvez essayer de me comprendre un peu. Voilà, moi je n'ai rien à cacher, mais c'est pas le plus important, ce n'est pas moi. Le plus important, c'est le fruit que je donne. Voilà, c'est surtout ça. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.